Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui est aussi fascinant qu'il est complexe, le blanchiment d'argent. On va plonger ensemble dans les coulisses de ce crime, qui est souvent totalement invisible, pour vraiment comprendre la logique et les techniques qui se cachent derrière. C'est la question centrale, en fait. Imaginez une organisation criminelle qui se retrouve avec des millions, voire des milliards en cash. Comment est-ce qu'on peut dépenser, investir ou même simplement déposer cet argent sans que toutes les alarmes se déclenchent? C'est exactement ce défi qu'on va décortiquer. Bon, alors, reprenons depuis le début. Pour n'importe quel criminel, l'argent liquide, c'est à la fois la récompense suprême et un énorme problème. C'est compliqué à stocker, c'est super risqué à transporter et c'est quasi impossible de le dépenser en grosses sommes sans laisser une trace. Et c'est bien là que tout commence. Et il faut tout de suite être clair sur un point. Ce n'est pas juste une histoire de chiffres dans des comptes en banque. Non, le blanchiment de capitaux, c'est le carburant. C'est ce qui permet aux plus grandes organisations criminelles de financer leurs opérations, de grandir et de corrompre nos sociétés. D'ailleurs, les conséquences, elles sont bien réelles. Le blanchissement, ça finance directement des activités absolument dévastatrices. On parle de trafic d'êtres humains, comme ce réseau qui a été démantelé à Minneapolis et qui exploitait des femmes thaïlandaises. On parle de braconnage aussi, où l'argent sale des ailerons de requins est lavé via le commerce de l'or. C'est vraiment l'huile dans les rouages du crime mondial. Alors, comment s'y prennent-ils concrètement? Eh bien, le processus, même s'il peut être incroyablement complexe, suit presque toujours un schéma bien précis. C'est ce qu'on appelle le cycle du blanchiment. Le plus important à retenir, c'est cette séquence en 3 temps. D'abord, le placement. L'objectif, faire entrer le cash dans le système financier, dans une banque par exemple. Ensuite, l'empilage. Là, on multiplie les transactions, les virements, les achats, les ventes. On crée une sorte de brouillard financier pour rendre le traçage quasi impossible. Et enfin, l'intégration. L'argent, maintenant propre, revient au criminel sous une forme qui a l'air tout à fait légitime, un salaire, un prêt ou les profits d'une entreprise. Et cette image, elle illustre parfaitement une des techniques de base du placement, la structuration. C'est très malin. Au lieu de déposer, disons, 100 000 euros d'un coup, ce qui déclencherait immédiatement une alerte, le blanchisseur va faire plein de petits dépôts, dans différentes banques, à différents moments, et toujours juste sous le seuil de déclaration obligatoire. C'est simple, mais c'est terriblement efficace. Passons maintenant aux outils. Parce que pour réussir ces 3 étapes, les criminels ont développé tout un arsenal de techniques et certaines sont de plus en plus sophistiquées. L'outil de base, le grand classique, c'est la société écran. C'est une entreprise qui existe, mais seulement sur le papier. Elle n'a aucune activité réelle. Son seul et unique but, c'est de créer une façade légitime pour faire circuler l'argent, émettre de fausses factures, recevoir des paiements, transférer des fonds, tout ça en masquant complètement l'identité du vrai propriétaire. Et les casinos, pour ça, c'est un vrai paradis. Pourquoi? Parce qu'ils brassent des sommes folles d'argent liquide. Le cas du Crown Casino en Australie est un exemple parfait. L'enquête a montré que le casino fermait les yeux sur d'énormes dépôts en cash et utilisait des sociétés écrans pour des joueurs très riches. Résultat, les contrôles étaient inexistants et l'argent sale pouvait être blanchi tranquillement. Une autre technique très puissante, c'est le blanchissement via le commerce international. Prenons la surfacturation. Un criminel en Europe va envoyer 500 000 euros à un complice en Asie. Le complice lui vend des marchandises qui valent, disons, 1 million, mais il lui envoie une facture d'1,5 million. En payant cette facture, le criminel transfère 500 000 euros d'argent sale de manière totalement légale. La sous-facturation, c'est le même principe, mais à l'envers. Et la liste des outils est encore longue. On a l'immobilier, parfait pour dissimuler des fonds dans des transactions complexes. Les biens de luxe, comme l'art ou les diamants, sont très prisés aussi, parce qu'ils sont faciles à transporter et leur valeur est subjective. Et parfois, le problème vient de professionnels, avocats, comptables, qui aident à monter ces schémas opaques. Et bien sûr, il y a maintenant les crypto-monnaies, qui ouvrent de nouvelles portes pour rendre les transactions anonymes. Mais face à toute cette créativité criminelle, une riposte mondiale s'est peu à peu organisée. Voyons un peu qui sont les acteurs principaux de cette lutte. Cette riposte, elle est à plusieurs niveaux. Tout en haut, on a le GAFI, le groupe d'action financière, qui est en quelque sorte le gendarme mondial et qui fixe les règles du jeu pour tout le monde. Pour la coopération quotidienne, des réseaux comme le groupe Egmont permettent aux services de renseignement financier de plus de 160 pays de s'échanger des infos. Et même le secteur privé s'y met, avec le groupe de Wolfsberg, qui réunit les plus grandes banques. Enfin, à l'échelle régionale, des lois comme les directives européennes essaient d'harmoniser les règles pour éviter qu'il y ait des failles. En gros, l'objectif de tout ce système est triple. 1. S'assurer que le blanchiment d'argent est considéré comme un crime partout. 2. Obliger les banques et autres institutions à mettre en place des contrôles très stricts. Et 3. Le plus important peut-être, faciliter la coopération entre les pays. Parce que l'argent sale, lui, il ne s'arrête pas aux frontières. D'accord, mais que se passe-t-il quand les blanchisseurs, ou ceux qui les aident, se font attraper? Parce que la riposte n'est pas que réglementaire, elle peut aussi faire très mal au portefeuille et à la carrière.
15 millions de dollars. C'est le montant qui a été confisqué à Elemental, une raffinerie d'or américaine, parce qu'elle n'avait pas mis en place les contrôles nécessaires. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Les amendes pour les grandes banques peuvent se chiffrer en milliards. C'est censé être un puissant moyen de dissuasion. Et cette citation, elle souligne un changement absolument majeur. Pendant très longtemps, c'est l'entreprise qui payait l'amende. Et c'est tout. Mais aujourd'hui, les projecteurs se tournent de plus en plus vers les individus. La justice veut savoir qui a pris la décision, qui a choisi de fermer les yeux. Très concrètement, ça veut dire que les gens qui sont en première ligne sont maintenant personnellement responsables. Un responsable de la conformité, un banquier, un avocat. S'il ne signale pas une activité suspecte, il ne risque plus seulement une amende, il risque la prison. La pression est devenue immense. On a donc vu les techniques des criminels et la riposte des États. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une course permanente. D'un côté, les nouvelles technologies offrent de nouveaux outils aux blanchisseurs. De l'autre, l'intelligence artificielle donne de nouvelles armes aux enquêteurs. Alors, la question reste entière. Ce jeu du chat et de la souris aura-t-il un jour une fin ? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.